c'est peut-être un truc commun d'ailleurs avec le métier politique, c'est que nous sommes dans des secteurs où le service aux gens, le service aux citoyens, et donc une certaine qualité font partie de la définition. Chaque fois que moi je me retrouve comme consommateur dans un établissement Horeca, je me surprends d'abord à me souvenir du service, parfois même avant même la qualité des lieux, la qualité du repas, la qualité... Et on repère ceux qui investissent là-dedans et ceux qui ne le font pas. Et je crois que alors qu'on a 1000 distractions intérieures, les gens pourraient rester chez eux à regarder des séries télé, les gens continuent à sortir et continuent à aller dans des établissements Horeca, notamment pour la qualité d'un certain service, un endroit où on peut socialiser. Et une autre chose auquel ça me fait penser, c'est que c'est un des métiers qui, moi, me fascine et m'attire parce que c'est une alliance de travail manuel et de travail intellectuel. D'abord, il y a, de manière générale, je crois que ça transcende même dans notre enseignement, un manque profond de valorisation des métiers techniques et professionnels, pas seulement l'Horeca d'ailleurs, mais en général. Il y a quelque chose de profondément anormal dans le fait que ce soit des filières malgré tout de seconde zone, qui ne sont pas des premiers choix. On serait dans un monde idéal, eh bien, en premier choix, des jeunes qui le sentent, qui ont envie d'être coiffeurs, de faire de l'Horeca, et pour qui le service, pour reprendre la réponse de tout à l'heure, est une vraie passion. Et quand vous voyez ces gens travailler, vous savez que ça existe. Il y a des gens qui ont le service en vocation, ça existe vraiment. Il serait normal qu'on ait un enseignement qui leur permette de tout de suite être accroché et de mener non pas seulement à un emploi qui menace d'être précaire, mais qu'il y ait des perspectives de carrière, qu'il y ait en effet un accès aux études supérieures pour qu'on puisse facilement, pourquoi pas, monter sa propre affaire, qu'on puisse être plus facilement indépendant dans ce pays, en courant peut-être un peu moins de risques si jamais on fait une erreur. Le rapport à l'autre n'est pas quelque chose d'évident. Rester aimable, souriant, quelle que soit l'attitude du client. Rester bon sens, c'est quelque chose qui prend et c'est quelque chose qui s'apprend, mais c'est quelque chose qui a une valeur. Comment dire, c'est un travail et une charge psychologique aussi. Je crois que tout ça doit être valorisé et que toute la société doit le valoriser. Non seulement ceux qui font ce métier, ceux qui doivent trouver des emplois, ceux qui étudient, et les consommateurs et les clients. Avoir la reconnaissance de la fatigue, la charge qu'est ce métier pour ceux qui l'exercent. C'est comme ça aussi, comme pour les enseignants par exemple, que vous participez à la valorisation générale de la profession. On a chez Défi un projet général, je pourrais employer le mot de tax shift, mais enfin il est devenu un peu malheureux, mais de diminution générale des charges qui pèsent sur le travail au profit, avec une compensation, visant à faire peser beaucoup plus progressivement de charges sur les revenus du patrimoine. Le travail, de manière générale, doit être détaxé et déchargé afin que ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent employer puissent le faire de manière plus flexible et que d'un autre côté, non pas le patrimoine, mais les revenus sur le patrimoine soient un petit peu plus taxés parce que ça, c'est de l'argent qui sinon dort et est facilement démobilisé. Bon sang, est-ce qu'on va arriver à un moment où les gens vont ressentir comme un obstacle psychologique le fait d'être en interaction les uns avec les autres, ce qui peut avoir comme effet de précariser le secteur où ils se rencontrent, où ils sont les uns avec les autres, c'est-à-dire les restaurants, les cafés et les hôtels. Et donc, là encore, on en revient à nouvelles technologies. Je dirais que la manière dont on va pouvoir tous faire en sorte qu'on ne soit plus simplement des consommateurs d'écran, mais que les petits bijoux ou les petits joujoux que nous avons soient des moyens et non des fins, et qu'on continue à sortir de chez nous, à sortir de notre zone de confort, à faire des rencontres, à aller boire des verres avec des amis et à se parler, la manière dont on va tous prendre ce tournant-là aura un impact sur l'avenir du secteur Horeca. Je sais que ça a l'air un peu capillotracté, mais c'est vraiment une évolution que les nouvelles technologies nous imposent et qui invite tous les secteurs qui ont tous dû se transformer, en ce compris l'Horeca, à prendre un virage qui est le virage numérique et qui n'est pas si simple. Je comprends dans votre question qu'en fait ce qui est un cas général assez classique, à savoir que pour toute entreprise, publique comme privée, c'est d'abord l'employeur qui assume la première période avant que
des caisses d'assurance maladie prennent le relais. Je comprends que ce qui est la norme dans la plupart du monde du travail prend des conséquences rapides, en boule de neige, beaucoup plus fortes dans le monde de l'Horeca, précisément parce que ça fragilise beaucoup plus un équilibre de travailleurs. La question est, est-ce qu'on doit résoudre ce problème avec des réglementations spécifiques qui simplifieraient ou flexibiliseraient les choses pour le secteur de l'Horeca, mais qui du coup ferait que ce soit un secteur séparé des autres milieux salariaux. Franchement, il y a sans doute une adaptation à faire dès le moment où le départ d'un travailleur malade fragilise davantage une entreprise Horeca qu'une entreprise privée. Mais d'un autre côté, il est peut-être difficile de remettre en cause tout le système. Je pense qu'on peut ouvrir la réflexion, mais j'ai toujours un peu peur des régimes spéciaux et des régimes d'exception. Je pense qu'on pourrait avoir cette réflexion si on l'accompagnait, par exemple, de ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir une défiscalisation du travail qui permet aussi, et tout le secteur Horeca devrait normalement en profiter, aux travailleurs d'avoir un peu plus de salaire poche, donc un peu plus d'argent à dépenser, et donc un peu moins de calcul et de remords à dépenser l'argent de leur chèque repas dans leurs courses ménagères plutôt que d'aller au restaurant. Là, on renouerait avec le cercle vertueux, ça n'empêche pas d'envisager les réglementations administratives visant à favoriser. Mais vous voyez que c'est une question de comportement. On ne peut pas reprocher aux travailleurs non plus d'aller utiliser ces chèques pour se nourrir en grande distribution. Il faut d'abord, si vous arrivez à le ramener au restaurant ou au snack, il utilisera naturellement ces chèques repas. Si on peut lier, je dis bien si on peut lier de manière claire une augmentation de faux malades à une mesure particulière, on peut voir quel correctif mettre en place. Il est clair que s'il y a une explosion de faux malades, c'est la collectivité, c'est-à-dire vous et moi et tout le monde, et les gens qui payent notamment des charges sociales, qui en souffrent. Il est clair que de la même manière qu'il est légitime de lutter contre toutes les formes de fraude fiscale et qu'on doit aller tout de même vers un monde avec un minimum de transparence, la fraude sociale n'est pas non plus admissible. Il faut pouvoir lutter contre les deux. Et donc, je n'ai pas de recette magique. Sans doute, il y a des choses qui existent. Les employeurs peuvent aller envoyer des médecins contrôle. Je comprends que c'est lourd pour le secteur Horeca qui fonctionne avec un très faible nombre de personnes. Un secteur en plus où tout est fortement basé sur une forme de confiance, de promiscuité, de relations interpersonnelles. Mais je comprends et je prends bonne note de la préoccupation du secteur Horeca de pouvoir se doter de garde-fous pour éviter de devoir payer la facture de gens qui ne seraient pas réellement malades. On peut prendre l'exemple du piétonnier bruxellois que tout le monde connaît. Est-ce que c'était une bonne idée fondamentalement d'avoir un piétonnier? Je crois que la plupart des gens vont être d'accord pour dire que oui. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire autrement? Plutôt que de mettre 5 blocs de béton et tout à coup de bloquer la circulation pendant 4 ans avant que réellement le piétonnier commence vraiment à devenir un piétonnier. Les autorités bruxelloises de l'époque vont vous dire que peut-être que si vous ne passez pas par le rapport de force dans ce pays, à un moment, rien ne se fait. Bon, malheureusement, on sait que beaucoup de commerçants, ce compris l'Horeca, ont dû fermer à cause de travaux de ce genre-là. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas avoir un rapport plus précautionneux avec le milieu de vie et faire en sorte qu'il y ait une sorte de centralisation des chantiers beaucoup plus efficace pour éviter que soit les mêmes zones soient affectées trop longtemps, soit qu'on puisse, nous savons que ça a parfois dû être le cas, qu'on se retrouve dans une même rue ou un même quartier à éventrer la même artère 3 fois d'affilée parce qu'on a des travaux qui se sont succédés alors qu'on aurait pu les cumuler. Je pense que personne ne fait des travaux pour le plaisir, mais dans ce domaine comme dans bien d'autres, on manque quand même dans notre pays d'un brin de rationalisation et d'un brin de rassemblement de ce qu'on s'est mis un plaisir à tout diviser.